Le contentieux international pénal est le résultat d'un équilibre entre, d'un côté, le système anglo-saxon et de l'autre, le système continental. Ainsi, il se dégage aujourd'hui un corps de règles de procédure propre au droit international pénal ayant des caractéristiques particulières et adaptées à l'environnement international, mais surtout aux exigences du droit international des droits de l'homme et du droit international humain. La lente cristallisation du droit international pénal, appuyée vigoureusement par une opinion publique internationale plus citoyenne et grâce au dynamisme des acteurs internationaux, que ce soit des acteurs gouvernementaux ou non gouvernementaux, a permis donc l'adoption à Rome le 17 juillet 1998 du statut de la Cour pénale internationale. Mais il est important de noter que le droit international pénal n'est cependant pas l'apanage des seules juridictions internationales. La prévention et la répression des crimes et des infractions pénales internationales constituent une obligation pour les États qui se doivent de prendre des mesures appropriées, de coopérer et d'apporter leur assistance, de favoriser l'extradition ou le transfert des auteurs d'infractions devant les juridictions nationales ou les juridictions internationales. Par conséquent, la responsabilité première de la répression des crimes internationaux appartient aux États. C'est à eux de prendre leurs responsabilités, de modifier leurs droits internes, notamment les procédures internes, procédures pénales, pour permettre des poursuites pénales pour crimes internationaux. C'est également aux États d'offrir à leurs autorités judiciaires les moyens de mettre éventuellement en œuvre la compétence universelle. C'est pourquoi, lorsqu'on parle d'un contentieux international pénal de droits de l'homme, il s'agit essentiellement, comme je l'ai indiqué en introduction, des procédures, des mécanismes qui visent à réprimer les atteintes aux droits de l'homme, notamment les crimes internationaux commis par des individus. Le contentieux international pénal est par conséquent, au vu de tous ces éléments, est par conséquent un contentieux particulièrement complexe et difficultueux qui, par sa nature même, requiert une exceptionnelle volonté politique. Il est particulièrement complexe et difficultueux par la nature des affaires qui sont envoyées devant le juge pénal international. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit des violations graves des droits de l'homme et du droit humanitaire dans des contextes de crise ou de conflits violents. Il requiert une exceptionnelle volonté car il s'agit d'une entreprise judiciaire titanesque par la nature des enquêtes à conduire pour rechercher les preuves, mais aussi par la longueur, les difficultés, les incertitudes des procès pénaux internationaux, qui ont besoin de la coopération des États. Ce sont ces deux points que nous allons traiter dans l'examen de cette deuxième partie sur le contentieux international pénal. Et nous disons, dans un premier temps, que ce contentieux requiert une exceptionnelle volonté politique. Pourquoi? D'abord parce que la justice pénale internationale ne doit pas se perdre dans les sables, simplement la procédure, malgré sa complexité. Les avantages que présente la poursuite des individus qui auraient commis des crimes internationaux et qui sont évidents, ne saurait nous faire oublier les problèmes bien réels et les obstacles qui doivent être surmontés. Ainsi, le contentieux pénal international est exceptionnel par les situations dont il se saisit et par la volonté politique qui sous-tend les procédures engagées. Il y a d'abord un premier point, la volonté politique de saisir la justice pénale. Cela ne va pas de soi.
La Cour pénale internationale, puisque c'est d'elle que nous allons parler, nous n'évoquerons plus les tribunaux pénaux internationaux, vous pouvez vous référer à de nombreux ouvrages. La Cour pénale internationale ne peut pas être saisie par un individu, c'est pas prévu. C'est une juridiction mondiale dont les modes de saisine sont particuliers. L'article 13 du statut prévoit les circonstances permettant à la Cour pénale internationale d'exercer sa compétence. D'abord, tout État partie peut référer au procureur une situation. Je dis une situation et non une affaire. Il faut distinguer la situation de l'affaire. Une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes prévus à l'article 5 paraissent avoir été commis. Mais, afin d'éviter la saisine de la CPI pour des motifs fantaisistes ou uniquement motivés par les intérêts politiques, l'État qui émet une requête doit en outre indiquer, autant que possible, les circonstances pertinentes de l'affaire et produire les pièces à l'appui dont il dispose. Il ne s'agit pas simplement d'envoyer une plainte. Il faut donner à la Cour les éléments que vous disposez pour conforter cette plainte. C'est prévu à l'article 14, paragraphe. L'article 12, paragraphe 3, quant à lui, établit deux conditions préalables à l'exercice de la compétence de la Cour. L'article 12, paragraphe 3, dit ceci: l'État sur le territoire duquel le comportement en cause est produit, c'est-à-dire le crime qui est allégué, ou si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef, donc c'est l'état du pavillon ou l'état d'immatriculation, cet État doit être parti au statut et avoir accepté la compétence de la Cour pénale internationale. Cet article 12, paragraphe 3, permet toutefois à un État non parti, c'est-à-dire qui n'a pas adhéré ou qui n'a pas ratifié le statut de Rome, mais dont la collaboration est nécessaire à la résolution d'une affaire déférée par un État parti ou par le procureur, cet État non parti peut accepter la compétence de la Cour et ainsi cet État peut, par déclaration déposée auprès du greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit. Après la saisie de l'État, il y a le procureur. Le procureur de la CPI peut, de sa propre initiative, et au vu des renseignements qu'il détient, ouvrir une enquête moyennant autorisation de la chambre préliminaire, comme l'indique l'article 15, paragraphe 1er du statut. Mais il doit procéder auparavant à des recherches destinées à vérifier le sérieux des renseignements reçus, précise l'alinéa 2 de l'article 15. Le procureur peut commencer une enquête sur une situation qui lui est déférée lorsqu'il existe des raisons de croire que des crimes ont été perpétrés ou sont en train de l'être, conformément à la règle 48 du règlement de preuve et de procédure et à l'article 53, alinéa 1er du statut. À cette fin, le procureur doit examiner s'il existe une base raisonnable pour croire qu'un crime a été ou est en voie d'être commis et si le crime relève de la compétence de la Cour. Si l'affaire est ou serait recevable au regard de l'article 17 et si les intérêts de la justice seraient servis par le procureur doit toujours avoir accès à des informations suffisantes pour pouvoir répondre à ces questions. Ainsi, conformément à l'article 15 du statut, avant de commencer l'enquête, le procureur doit procéder à un examen préliminaire. Lorsqu'il agit de sa propre initiative, il faut qu'il fasse un examen préliminaire. Ce n'est qu'après cet examen préliminaire et lorsqu'il aura obtenu l'autorisation de la chambre préliminaire que le bureau du procureur peut ouvrir une enquête. Il faut donc
distinguer l'examen préliminaire à l'enquête. Dans la conduite de l'enquête préliminaire visée à l'article 15, le procureur doit vérifier simplement le sérieux des renseignements reçus. Est-ce que les renseignements qui ont été donnés au procureur, ça peut être une ONG qui donne des renseignements, ça peut être un média, ça peut être une organisation internationale, ça peut être, bref, peut-être des individus qui sont des victimes, qui adressent un document au procureur. Le procureur, dans l'examen préliminaire, doit vérifier le sérieux des renseignements reçus. Et, sur cette base, déterminer s'il existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête. Ce que dit l'article 15 paragraphe. Au bout de cet examen préliminaire, un bilan est rendu en la forme écrite à la fin de l'évaluation des sources qu'il a eues, avec notamment l'énumération et la nature des crimes reportés ainsi que l'identification des présumés auteurs des protagonistes. Ce document préliminaire servira à déterminer l'opportunité d'ouvrir une enquête. Et c'est sur la base de ce document que le procureur peut saisir la chambre préliminaire pour obtenir une autorisation. Si le procureur estime que les renseignements reçus ne constituent pas une base raisonnable pour l'ouverture d'une enquête, il doit en aviser les personnes qui lui ont fourni ces renseignements. Et peut en tout temps mettre un terme à son examen préliminaire. S'il parvient à cette constatation, il ne lui est toutefois pas pour autant interdit d'examiner à la lumière des éléments nouveaux les autres renseignements qui pourraient lui être communiqués au sujet de la même affaire. C'est-à-dire, une fois que le procureur a terminé son examen préliminaire, il y a deux cas. Soit il estime qu'il y a une base raisonnable, il demande l'autorisation de la chambre préliminaire, soit il estime qu'il n'y a pas d'éléments sérieux, il va aviser ceux qui ont déposé la communication, le rapport ou la plainte pour leur dire: vous m'avez saisi, j'ai fait mon enquête préliminaire, j'estime qu'il n'y a rien de sérieux dans vos allégations qui me permettrait d'engager une poursuite. La chambre préliminaire, instituée par l'article 39 du statut, était un organe indépendant au sein de la CPI. Elle est un moyen de contrôler, sinon de limiter les prérogatives permettant au procureur d'ouvrir une enquête de sa propre initiative. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un débat sur le pouvoir discrétionnaire du procureur de la République, du procureur de la Cour pénale internationale plutôt, il ne faut pas oublier que ce pouvoir discrétionnaire n'est pas absolu puisqu'il est contrôlé par la chambre préliminaire. Les juges qui composent la chambre préliminaire sont chargés d'examiner la validité des requêtes du procureur et d'autoriser ou non l'ouverture d'une enquête pouvant mener ensuite à un procès. La chambre préliminaire peut exiger davantage de renseignements avant de se prononcer ou de rejeter la demande du procureur, ce qui ne peut empêcher le procureur de présenter une nouvelle requête ultérieurement, conforme à l'article 15, paragraphe 5. La chambre préliminaire peut librement se prononcer sur la décision du procureur de ne pas poursuivre ou lui demander de la reconsidérer à la demande de l'État qui a déféré la situation à la CPI. Article 53, paragraphe 3c. C'est-à-dire, même lorsque le procureur dit qu'après son enquête préliminaire, il ne veut pas poursuivre parce qu'il trouve qu'il n'y a pas d'éléments sérieux, là aussi la chambre préliminaire contrôle, la chambre préliminaire peut lui dire non. Votre argumentation consistant à dire qu'il n'y a pas d'éléments sérieux n'est pas fondée. Nous vous demandons d'approfondir, de rechercher parce que nous pensons que dans le dossier que vous voulez rejeter, il y a quand même des éléments qui pourraient conduire à une procédure. Donc, les pouvoirs discrétionnaires du procureur ne sont pas des pouvoirs arbitraires. Il y a donc une nuance entre le discrétionnaire et l'arbitraire. La Chambre peut aussi décider de remettre en question la décision du procureur de ne pas poursuivre. Dans le cas où la décision se fonde sur le motif qu'une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice prévue à l'article 53, il existe en outre une possibilité pour le procureur de reconsidérer lui-même, quand il le désire, une décision de classement. Le procureur a eu un dossier, il l'a classé, et puis il a des éléments nouveaux, mais il peut décider de revenir
et revenir devant la Chambre préliminaire. Troisième possibilité de saisir, le Conseil de sécurité des Nations Unies, agissant dans le cadre du chapitre 7 de la Charte, peut déférer au procureur de la Cour pénale internationale une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes de l'article 5 paraissent avoir été commis. Contrairement aux États ou aux procureurs, le Conseil de sécurité des Nations Unies, lui, n'est pas soumis à une restriction quelconque lorsqu'il est l'auteur de la saisie. C'est-à-dire, le Conseil de sécurité a la capacité de saisir la Cour pénale internationale pour des crimes survenus sur le territoire d'un État non parti ou commis par des ressortissants d'un tel État. Car la primauté du Conseil de sécurité provient du fait de sa saisie à une force obligatoire pour tous les États membres des Nations Unies, qu'ils soient ou non partis au statut de la Cour. Il faut rappeler que la Charte des Nations Unies donne au Conseil de sécurité la possibilité d'adopter des décisions au titre du chapitre 7 qui sont obligatoires pour les membres des Nations Unies. À ce titre, la procédure de saisine de la CPI par le Conseil de sécurité reste cependant aléatoire. En effet, l'adoption de toute résolution peut être entravée par le recours au droit de veto de l'un des 5 membres permanents. Les États-Unis, la France, la Chine, la Grande-Bretagne ou la Russie. L'un de ces États peut estimer que la résolution ne passera pas, on vote contre, il n'y aura pas de saisie. 2 cas dans l'histoire de la Cour. Le 31 mars 2005, le Conseil de sécurité, agissant en vertu du chapitre 7, a adopté la résolution 1593 par laquelle il a déféré au procureur de la Cour pénale internationale la situation du Darfour au Soudan. La situation qui prévalait au Soudan avec les Janjaouis depuis le 1er juillet 2002. Après enquête du procureur sur la situation, la Chambre préliminaire 1 a délivré le 4 mars 2009 et le 12 juillet 2010 2 mandats d'arrêt à l'encontre du président Omar al-Béchir du Soudan pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Tout crime qui aurait été commis au Darfour de mars 2003 à juillet 2008. Deuxième cas, le 26 février 2011, le Conseil de sécurité agissant toujours en vertu du chapitre 7 a adopté à l'unanimité la résolution 1970 par laquelle il saisit le procureur de la Cour pénale internationale de la situation en Libye depuis le 15 février 2011, comme prévu à l'article 13b du statut. Le 3 mars 2011, à l'issue d'un examen préliminaire, le procureur a conclu qu'il était justifié à enquêter sur la situation en Libye et a annoncé qu'il avait par conséquent ouvert l'enquête. Au mois de mai 2015, la Cour a été informée par voie de presse qu'Omar al-Béchir avait l'intention de se rendre en Afrique du Sud pour assister à un sommet de l'Union africaine qui devait se tenir à Johannesburg du 7 au 15 juin 2015. Puisqu'il y avait 2 mandats d'arrêt contre le président Béchir, le greffier de la Cour a notifié le 28 mai rapidement aux autorités sud-africaines leur obligation d'arrêter, de procéder à l'arrestation d'Omar el-Béchir. Parce que l'Afrique du Sud, membre de la Cour pénale internationale, avait l'obligation de se conformer au mandat d'arrêt émis par la Cour. Le jeudi 11 juin 2015, l'ambassade d'Afrique du Sud aux Pays-Bas prend donc contact avec le greffe de la Cour pénale internationale pour, dit-on, organiser une réunion urgente au vu de la question posée par la Cour au sujet de l'arrivée du président Béchir en Afrique du Sud. Lors de cette réunion, qui est présidée par un juge de la CPI, ce juge a souligné que toutes les questions soulevées par l'Afrique du Sud dans ses demandes avaient déjà été tranchées par la Cour et que les consultations n'avaient aucun effet suspensif sur les obligations de coopération avec la Cour et d'arrestation et de remise d'Omar el-Béchir, tel que compte toujours l'Afrique du Sud en tant que membre du statut. Le lendemain de cette réunion, le samedi donc 13 juin, Omar el-Béchir arrive
sur le territoire de la République sud-africaine, à Johannesburg. Donc il y a un vent de panique. Donc, les journalistes se demandent si Omar el-Béchir devra être arrêté. Le soir même, le procureur saisit la Chambre d'une requête urgente au fin que le juge clarifie par voie d'ordonnance qu'aucune ambiguïté ne subsiste sur l'obligation de l'Afrique du Sud d'arrêter immédiatement le président Béchir qui vient d'arriver en Afrique du Sud et de le remettre en urgence à la Cour pénale internationale. Dans cette soirée-là, le samedi 13 juin, le juge répond au procureur. Il rejette sa requête. Le juge indique que la position de la Cour avait déjà été exprimée de façon suffisamment claire et qu'il n'était pas nécessaire de la rappeler ni de la préciser davantage. Le président Béchir a quitté le territoire de la République sud-africaine dans la matinée du lundi 15. Donc, il est venu samedi, dimanche et lundi, pendant que les discussions se poursuivaient, etc., les médias s'interrogeaient s'il allait être arrêté. Il y a d'ailleurs la justice sud-africaine a enjoint le gouvernement du président Zuma d'arrêter Omar el-Béchir. Mais le président Zuma l'a laissé quitter le territoire sud-africain. Donc malgré la demande de coopération de la Cour, l'Afrique du Sud n'a pas procédé à l'arrestation d'Omar el-Béchir lorsqu'il se trouvait sur le territoire sud-africain. Au vu de tout ça, le 4 septembre 2015, la Chambre a jugé que les faits relatés justifiaient l'ouverture d'une procédure contre l'Afrique du Sud, visée à l'article 87, alinéa 7 du statut. Et conformément à la norme 109 du règlement de la Cour, cette Chambre a demandé aux autorités sud-africaines de présenter leur vue sur la non-arrestation du président Béchir. Devant donc la Chambre préliminaire 2, l'Afrique du Sud a soutenu que rien dans le contexte de la résolution 1593 du Conseil de sécurité ne suggérait une levée de l'immunité. Pour l'Afrique du Sud, en effet, au contraire, il découle du paragraphe 3 de la dite résolution, invitant la Cour et l'Union africaine à examiner ensemble des modalités pratiques susceptibles de faciliter les travaux du procureur et de la Cour, que la Cour ne peut pas unilatéralement déterminer que la résolution emporte la levée des immunités. L'Afrique du Sud a également soutenu que la résolution 1593 devrait, dans la mesure du possible, être interprétée conformément à l'état actuel du droit international, et notamment du droit des immunités, à l'appui de l'argument selon lequel toutes les immunités devraient être explicites, ce qui n'a pas, selon l'Afrique du Sud, été le cas dans la résolution du Conseil de sécurité. L'Afrique du Sud a également fait référence à l'article 32, alinéa 2 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et de manière générale aux dispositions de la Convention de Vienne. Elle a soutenu que si le Conseil de sécurité avait rendu le statut applicable au cas du Soudan, cela comprendrait l'article 98 et que l'article 27.2 s'applique uniquement à l'immunité des juridictions devant la Cour. L'Afrique du Sud a en plus demandé à la Chambre de solliciter auprès du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies une interprétation faisant autorité de la résolution 1593, notamment en appelant à s'adresser à la Cour internationale de justice pour obtenir une opinion consultative comme prévu à l'article 96, alinéa 1er de la Charte des Nations Unies. C'est-à-dire, l'Afrique du Sud voulait, dans cette affaire, que la Cour pénale internationale saisisse le Conseil de sécurité qui avait émis la résolution ayant conduit au mandat d'arrêt contre le président Béchir, que le Conseil de sécurité demande à la Cour internationale de justice, qui est l'organe judiciaire principal des Nations Unies, de donner un avis
pour savoir si la résolution du Conseil de sécurité pouvait conduire à la levée de l'immunité du président Bachir qui est consacré par le droit international. Voilà le raisonnement de l'Afrique du Sud. Mais la Chambre de la Cour préliminaire de la Cour pénale internationale n'a pas été convaincue par l'Afrique du Sud. Pas du tout. La Chambre a relevé que le droit international coutumier empêche les États d'exercer leurs compétences pénales à l'égard des chefs d'État d'autres États. C'est-à-dire le droit international coutumier interdit à un État d'arrêter le président d'un autre État, dans les rapports entre États. Mais l'immunité protège le chef d'État contre tout acte d'autorité qui le gênerait dans l'exercice de ses fonctions. Est-ce que cette immunité doit aussi être opposable aux juridictions internationales? Et la Chambre n'a pas été de cet avis. La Chambre n'a pas pu trouver, selon elle, n'a trouvé aucune règle de droit international qui, toujours selon la Chambre, exclurait l'immunité des chefs d'État quand leur arrestation pour des crimes internationaux est demandée par un autre. Mais, lorsqu'elle est demandée pour le compte d'une juridiction internationale, là, c'est un autre problème. C'est-à-dire que la Chambre dit ceci. Le droit international coutumier offre aux chefs d'État une immunité contre l'arrestation par d'autres États. Cette analyse passe principalement par l'interprétation de l'article 27.2 du statut et de son rapport à l'article 98.1 du statut. Cet article 27.2 du statut de la CPI dispose que les immunités ou règles de procédure spéciale qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne en vertu du droit interne ou du droit international n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne. En d'autres termes, personne ne peut se prévaloir d'une immunité quelconque devant la Cour pénale internationale. Donc, pour la Chambre, le raisonnement qui consiste à dire que le droit international coutumier protège les chefs d'État devant la Cour et qu'il faut que le Conseil de sécurité puisse explicitement lever cette immunité, pour la Cour, c'est un raisonnement qui est faux. Car dans l'article 27, il est déjà prévu que l'immunité soit donnée par le droit interne ou que l'immunité soit donnée par le droit international, cela n'empêche pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne. En conséquence, premièrement, si les auteurs du statut de la Cour entendaient exclure une catégorie restreinte d'immunité, ils l'auraient dit en termes clairs. C'est-à-dire que lorsqu'on adopte le statut de Rome en 1998, on aurait pu mettre un article disant bon, il n'y a pas d'immunité devant la Cour, sauf pour les chefs d'État qui sont protégés par le droit international. Mais ça n'a pas été fait. Donc, au niveau de l'intention des partis qui ont élaboré ce texte, il n'y avait pas cette idée d'immunité. Cette disposition véhicule ce qu'on a eu l'intention de moralité, d'incompatibilité avec l'idée qu'elle puisse exclure l'immunité des chefs d'État contre la nation. De plus, l'invocation par les États partis au statut de Rome d'immunité ou de règles de procédure spéciale pour refuser de coopérer avec la Cour créerait manifestement un obstacle insurmontable quant à la capacité de la Cour d'exercer sa compétence. Pareille situation serait manifestement incompatible avec l'objet et le but du statut. Parce que si maintenant chaque État devrait, à partir de son droit interne, dire que la Cour ne peut pas faire ceci, ne peut pas faire cela, à quoi servirait donc cette Cour? En effet, la compétence de la Cour à l'égard de la personne présentant une qualité officielle serait réduite à un simple concept théorique si les États partis pouvaient refuser de coopérer à leur guise avec la Cour en invoquant des immunités fondées sur la qualité officielle. N'importe quel État pourrait bricoler un texte pour conférer des immunités à X ou Y pour dire, selon le droit, notre droit, telle personne a des immunités. Deuxièmement, et de manière similaire, le même effet se fait aussi sentir dans les relations horizontales entre États. Un État parti ne peut refuser d'arrêter et de remettre une personne à la Cour au motif que cette personne bénéficierait d'une immunité fondée sur la qualité officielle que lui accorde un autre État parti au statut.
Non. En effet, tout comme les États partis ne peuvent refuser de coopérer avec la Cour en évoquant leur propre immunité fondée sur leur qualité officielle, ils ne peuvent invoquer ces mêmes immunités lorsque c'est un autre État parti qui doit assurer la coopération nécessaire à l'arrestation et à la remise. C'est là ce qu'on appelle l'effet inter partes du statut. Un traité international, il en résulte qu'un État parti ne peut refuser d'accéder à une demande que lui adresse la Cour aux fins de l'arrestation et de la remise du chef d'État d'un autre État, puisque la ratification du statut de Rome rend inopérante toute éventuelle immunité vis-à-vis de la Cour. Le défaut de pertinence des immunités fondées sur la qualité officielle dans le cadre des procédures portées devant la Cour est un principe de base consacré par le statut, auquel les États partis ont souscrit en ratifiant volontairement le statut. Chaque État, en s'engageant, savait que dans le statut de Rome, il y a ce principe de la non-reconnaissance de la qualité officielle. En d'autres termes, seul le régime juridique dans lequel la Cour peut exercer la compétence déclenchée est celui qui est généralement appelé, à savoir son statut en premier lieu. La Cour ne peut pas sortir du statut. La Cour pénale internationale ne va pas aller demander des avis à la Cour internationale de justice, puisque elle-même est compétente pour interpréter son statut. De plus, en décidant que le Soudan devait coopérer pleinement avec la Cour, et c'est dans la résolution du Conseil de sécurité, lorsque le Conseil de sécurité dit que le Soudan, qui n'est pas État parti, mais doit coopérer en tant que membre des Nations Unies avec la Cour, le Conseil de sécurité a non seulement déclenché la compétence de la Cour, mais aussi, en agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, imposé au Soudan une obligation, celle de coopérer pleinement avec la Cour et de lui apporter toute l'assistance nécessaire par laquelle ce pays n'aurait autrement pas été tenu puisqu'il n'a pas ratifié le statut. Donc, dans le raisonnement de la Cour pénale internationale, les choses sont claires. Le Conseil de sécurité, en adoptant sa résolution, savait qu'en obligeant le Soudan à coopérer avec la Cour, il n'y avait plus question d'évoquer le problème des immunités ou de qualité officielle. Par conséquent, le raisonnement tenu par l'Afrique du Sud dans cette matière n'est pas fondé et a été rejeté par la Cour pénale internationale. Au-delà de cette question controversée des immunités, il y a la question de la complémentarité aux États. Le tribunal pénal international, comme celui du Rwanda ou celui de l'ex-Yougoslavie, ces tribunaux avaient la primauté sur les juridictions nationales. C'est-à-dire, à tout stade de la procédure, un des pays peut demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur. Mais ce n'est pas le cas avec la Cour pénale internationale. Il est dit que la Cour pénale internationale est fondée sur le principe de complémentarité. Ce qui signifie que la Cour pénale internationale n'a pas la primauté sur les juridictions nationales, mais que l'exercice de sa compétence est subsidiaire ou complémentaire à celle des juridictions nationales. C'est-à-dire que la Cour n'agit que lorsque les juridictions nationales ne peuvent pas ou ne veulent pas agir. Ainsi, les juridictions nationales jouissent de la priorité dans l'exercice de leurs compétences, sauf dans les circonstances spéciales, lorsque la CPI est autorisée à assumer et affirmer sa compétence. Ainsi, le principe de complémentarité doit également empêcher la Cour d'être surchargée par des affaires en provenance du monde entier. La Cour n'a pas les moyens matériels de s'occuper de tout. La CPI ne peut exercer son rôle uniquement dans le cas où le système pénal interne éprouve des difficultés politiques, matérielles, pratiques à travailler de manière efficace. En d'autres termes, lorsqu'un État ne peut pas, ne peut plus ou ne veut pas enquêter ou engager des poursuites, ce n'est que dans ce cas que la Cour peut intervenir. L'article 17 du statut de la CPI, donc, détermine les questions de recevabilité. Cet article précise que la CPI ne peut exercer sa compétence quant à un crime qui fait partie de l'une de ces catégories suivantes. Premièrement, l'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuite de la part d'un État ayant compétence à l'espèce, à moins que cet État
n'est pas la volonté, ou soit, c'est-à-dire manque de volonté, ou soit dans l'incapacité de poursuivre. À moins que cet État n'ait pas la volonté, ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou le poursuivre. En d'autres termes, pour expliquer, la Cour ne peut agir que si l'État n'a aucune volonté d'agir, ou bien s'il est dans l'incapacité de mener des enquêtes ou les poursuivre. Deuxième cas, l'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un État ayant compétence en l'espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée. À moins que cette décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien les poursuivre. C'est-à-dire que lorsqu'un État qui a la priorité a mené des enquêtes et a décidé que dans cette affaire, on ne peut pas poursuivre parce qu'il n'y a rien de sérieux là-dedans. En principe, la Cour pénale internationale ne devrait pas agir, sauf si la Cour constate que cet État n'a pas de volonté en fait de mener les poursuites. Troisième cas, la personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l'article 20, paragraphe 3. C'est pour éviter le double condamnation. Si la personne a déjà été poursuivie et jugée dans son pays, condamnée par exemple, ou bien relaxée, c'est possible. La Cour ne devrait plus réjuger la personne, mais on verra plus loin. Il faut qu'il s'agisse de la même personne et des mêmes incriminations. Quatrièmement, une affaire n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite. Comme vous savez, la Cour ne se saisit que des affaires graves. Pour déterminer s'il y a manque de volonté de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère l'existence, eu égard aux garanties d'un procès équitable reconnu par le droit international des droits de l'homme, l'une ou plusieurs circonstances suivantes. 1. La procédure a été ou engagée ou la décision de l'État a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour. C'est-à-dire lorsqu'un État veut simplement faire échapper une personne à la sanction de la justice. 2. La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances incompatibles avec l'intention de traduire en justice la personne concernée. Certains États disent souvent, bon, on a engagé des poursuites contre X, mais on constate qu'il n'y a rien de fait. 3. La procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale, mais d'une manière qui, dans certaines circonstances, incompatible avec l'intention de traduire en justice la personne. C'est dans le cas où on voit que la justice du pays n'est pas indépendante et n'est pas impartiale, cette justice-là n'est pas apte à poursuivre les criminels, surtout qu'il s'agit souvent des hautes personnalités de l'État. Pour alors déterminer s'il y a une capacité de l'État, la Cour considère si l'État est incapable, en raison de l'effondrement total ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire, ou de l'indisponibilité de celui-ci de saisir l'accusé, de réunir les éléments de preuve, des témoignages, etc. Lorsque nous sommes dans un pays en faillite, il n'y a pas de justice dans ce cas. Donc la Cour considère que dans cette situation, c'est elle qui devra agir. On peut donner deux exemples pour comprendre toute cette théorie de la complémentarité. Le premier exemple concerne l'affaire d'Ambagbo et le deuxième exemple concerne le Kenya. Le 27 mai 2015, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a rendu un arrêt rejetant l'appel de la République de Côte d'Ivoire et confirmant la décision de la Chambre préliminaire de la CPI du 11 décembre 2014, qui avait déjà déclaré recevable devant la CPI l'affaire à l'encontre de Simone Gbagbo. En effet, le 30 septembre 2013, la Côte d'Ivoire avait soulevé une exception d'irrecevabilité devant la Chambre préliminaire en invoquant que la même affaire était poursuivie au niveau national. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire ne pouvait pas envoyer Mme Gbagbo devant la CPI parce que Mme Gbagbo faisait déjà l'objet des poursuites en Côte d'Ivoire.
Le 11 décembre 2014, la Chambre préliminaire a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Côte d'Ivoire et a conclu que les autorités nationales de la Côte d'Ivoire ne prenaient pas des mesures tangibles, concrètes et progressives pour déterminer si Simone Gbagbo était pénalement responsable du même comportement que celui qui est allégué dans le cadre de l'affaire portée devant la CPI. Le 17 décembre 2014, la Côte d'Ivoire a donc fait appel de cette décision de la Chambre préliminaire. C'est ainsi donc que la Chambre d'appel a rejeté l'appel déposé par la Côte d'Ivoire au motif que la procédure relative donc à Dame Gbagbo, telle que prévue par l'article 19 du statut, vise à déterminer si une affaire portée devant la CPI par le procureur est recevable en raison d'un conflit de compétences. Y a-t-il conflit de compétences dans ce cas? À moins qu'il n'existe un tel conflit, l'affaire est recevable. L'argument selon lequel, développé par la Côte d'Ivoire, il devait y avoir une présomption en faveur de juridiction nationale, ne contredit pas cette conclusion. C'est quoi cette idée de présomption en faveur de juridiction nationale? Pour la Côte d'Ivoire, dès lors qu'il y a une présomption favorable pour la juridiction nationale, c'est-à-dire dès lors que la justice nationale est saisie, la CPI devrait plutôt laisser cette justice évoluer. Mais il s'ensuit, selon la Chambre d'appel, que la présomption en faveur des juridictions nationales ne s'applique que lorsqu'il a été démontré, parce que ça ne doit pas être théorique, lorsqu'il a été démontré que des enquêtes et ou des poursuites sont ou ont été menées au niveau national, parce qu'il ne suffit pas de parler de présomption, il faut démontrer que vous êtes en train de faire des enquêtes. Mais comme la Chambre préliminaire a conclu à l'époque qu'aucune enquête ou poursuite pertinente n'était menée contre Dame Gbagbo, elle n'a donc pas eu tort de ne pas retenir la présomption mentionnée par la Cour. En outre, la Chambre d'appel, toujours sur la même affaire, a estimé que s'agissant de l'argument de la Côte d'Ivoire, selon lequel la Chambre préliminaire n'a pas tenu compte des actes de procédure accomplis au niveau national, parce que selon les avocats de la Côte d'Ivoire, il y avait quand même quelques actes qui avaient été posés par le parquet en Côte d'Ivoire concernant Dame Gbagbo. Mais la Chambre d'appel a considéré que la Côte d'Ivoire a tort de plaider pour cet argument, l'erreur de droit, parce que ce n'est pas une erreur de droit. C'est plutôt davantage un argument de fait, simplement, c'est une erreur de fait. Après avoir jugé que les documents mis à sa disposition ne démontraient pas que des mesures d'enquête concrètes, tangibles et progressives étaient prises, la Chambre préliminaire a raison de conclure que la Côte d'Ivoire n'avait pas démontré que l'affaire concernant Dame Simone Gbagbo faisait l'objet de procédures nationales, concrètes au sens de l'article 17 alinéa 1er A du statut de Rome. En effet, la Chambre a principalement fondé ses conclusions sur le comportement allégué, sous-tendant les critères, et a considéré que la qualification juridique de ces crimes constitue un indicateur supplémentaire de l'objet réel de la procédure nationale. Ainsi, la Chambre d'appel a constaté que la Côte d'Ivoire, dans ses documents et dans ses plaidoiries, s'est contentée d'expliquer les difficultés qu'elle aurait rencontrées dans le cadre de ses enquêtes. Mais la Côte d'Ivoire n'a jamais justifié la pertinence de ces arguments pour déterminer si, malgré les difficultés, des mesures d'enquête concrètes étaient prises. Par conséquent, les arguments avancés par la Côte d'Ivoire ont été rejetés par la Chambre d'appel. Le deuxième cas concerne le Kenya. Le 30 août 2015, la Chambre d'appel a rendu un arrêt contre un appel interjeté par le Kenya, en précisant les conditions de fond dans lesquelles une affaire n'est pas recevable devant la Cour. Ainsi, la Chambre dit que c'est aux États, c'est vrai, qu'il incombe au premier chef la responsabilité de poursuivre les auteurs de crimes. Et à cet égard, la Cour ne peut pas se substituer aux juridictions nationales. Elle en est simplement le complément. Ainsi, la question n'est pas seulement de savoir si une enquête est diligentée dans l'abstrait, mais comme ça a été dit déjà dans l'affaire Dame Gbagbo, si la même affaire fait l'objet d'une enquête menée par la Cour que par la juridiction nationale, est-ce qu'il y a conflit?
Il convient également de relever que l'article 17 du statut ne s'applique pas uniquement à la détermination de la recevabilité d'une affaire concrète, mais aussi aux décisions préliminaires sur la recevabilité, telles que prévues aux articles 18 et 19 du statut. En vertu donc de la règle 55 du règlement de procédure et de preuve, lorsque la chambre préliminaire rend une décision sur la recevabilité, elle prend en considération les circonstances énumérées à l'article 17 pour décider d'autoriser ou non une enquête. Dans ce cas, les termes figurant à l'article 17 du statut doivent donc s'entendre comme des procédures concrètes relatives à l'ouverture d'une enquête dans une situation donnée, telle que prévue par les articles 15 et 53 alinéa 1. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a eu l'ouverture d'une enquête, il faut démontrer concrètement qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de cette enquête. L'article 19 du statut précise que ces affaires sont définies par un mandat d'arrêt ou une citation à comparer délivrée en vertu de l'article 58 ou par les charges présentées par le procureur et confirmées par la chambre préliminaire, conforme à l'article 61. Donc l'État sait ce que le procureur cherche, qui il veut poursuivre, pourquoi. Si l'État veut contester la compétence de la Cour, mais l'État n'a qu'à démontrer que conformément à l'autorisation qui a été accordée au procureur par une enquête lors de l'examen préliminaire, nous poursuivons également la même personne pour les mêmes crimes sur les mêmes faits. Donc, monsieur le procureur, arrêtez votre enquête puisque nous sommes prioritaires. Tant que l'État ne fera pas cette démonstration, il n'y aura pas conflit de compétences entre le bureau du procureur et cet État. Ainsi, l'article 58 exige, pour la délivrance d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparer, qu'il y ait des motifs raisonnables de croire que la personne visée a commis un crime relevant la compétence de la Cour. De même, conformément à la norme 52 du règlement de la Cour, le document indiquant les charges doit mentionner le nom de la personne visée par les charges dont la confirmation est demandée, ainsi que les allégations formulées à l'encontre de cette personne. Donc, au moment où le procureur demande la confirmation des charges, l'État connaît qui le procureur veut poursuivre, pourquoi, pour quel fait, pour quel crime. Les articles 17, alinéa 1er C et 20, alinéa 3 indiquent que la Cour ne peut juger une personne qui a été jugée par une juridiction nationale pour le même comportement, à moins que les conditions posées par les alinéas A et B de l'article 23 ne soient remplies. Par conséquent, les éléments qui permettent de définir si une affaire concrète devant la Cour concerne la personne visée et le comportement indiqué, c'est assez simple. Il s'ensuit que pour qu'une affaire soit irrécevable, au sens de l'article 17, alinéa 1A, l'enquête menée au niveau national doit viser la même personne et essentiellement le même comportement que la procédure engagée devant la Cour pénale internationale. Le simple fait d'être disposé à prendre de telles mesures ou de mener des enquêtes sur d'autres suspects est insuffisant. En effet, à moins que les mesures d'enquête ne soient effectivement prises concernant les mêmes suspects qui font l'objet de la procédure engagée devant la Cour, on ne saurait dire que la Cour et une juridiction nationale enquêtent sur la même affaire. Il n'y a donc pas, dans ce cas-là, un problème de conflit. Le troisième point important pour démontrer la volonté exceptionnelle qu'il faut pour engager les procédures pénales internationales, c'est la coopération des États. Il ne peut y avoir justice pénale internationale sans la coopération. L'obligation générale de coopération est définie à l'article 86 du statut de la Cour pénale internationale. Cette obligation requiert des États de s'assurer qu'il existe des procédures ouvertes dans le droit national concernant toutes les formes de coopération. C'est-à-dire que l'obligation de coopération doit être inscrite dans le droit national. En plus de l'arrestation et de la traduction en justice, le statut prévoit à l'article 93 une liste d'autres formes de coopération, ces sortes de fourre-tout. Il s'agit de l'identification des personnes, du lieu où elles habitent, la localisation des biens,
le recueil des preuves, la production des preuves, l'examen, bref, il y a l'article 93 est comme un fourre-tout où l'on retrouve tout ce qu'il faut pour qu'un État puisse opérer avec la Cour. Ainsi, le statut de la Cour pénale internationale permet une exception de sécurité nationale en réponse à une demande d'aide. C'est l'alinéa 4 de l'article 93 qui prévoit que, conformément à l'article 72, un État parti ne peut rejeter totalement, ou partiellement une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production des documents ou la publication d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale. C'est-à-dire qu'un État peut refuser de coopérer avec la Cour si la Cour lui demande de remettre des documents ou des éléments qui relèvent de sa sécurité nationale. Mais il n'y a pas d'arbitraire là-dessus. L'article 112 du statut de la Cour vise à persuader un État qui souhaite conserver les informations au motif que sa sécurité nationale a révélé autant d'informations que possible. C'est une question qui est réglée par la Constitution. L'article 87.5 prévoit donc que la Cour peut inviter tout État non parti au statut à fournir de l'aide sur la base d'un accord, d'une convention ou de tout autre moyen approprié. L'article 87.5 prévoit que la Cour peut inviter tout État non parti au statut à fournir l'aide sur la base d'un accord ponctuel, d'une convention ou de tout autre moyen approprié. Les États non partis qui acceptent la juridiction de la CPI dans les affaires individuelles sont tenus de coopérer avec la Cour selon les dispositions du chapitre 9 du statut de la CPI. En outre, le Conseil de sécurité de l'ONU peut, en renvoyant une affaire devant la CPI, exiger que les États membres de l'ONU coopèrent avec la Cour. Hormis le scénario de l'État défaillant, qui est couvert par les articles 53, alinéa 3D, des devoirs qui incombent aux États partis en matière d'assistance au procureur dans l'exercice de ses fonctions d'enquête figurent essentiellement au chapitre 9. L'article 86 du statut fait obligation aux États partis de coopérer pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène. On souligne aussi l'importance particulière de l'interprétation à donner à l'article 99, alinéa 1er, qui énonce les principes présidents à l'exécution des demandes d'assistance présentées au titre du chapitre 9. En effet, si l'article 99.1 dispose qu'il convient de donner suite aux demandes conformes à la législation nationale, c'est-à-dire la demande de coopération doit s'inscrire et s'appuyer sur le droit national de l'État, cet article déclare aussi, chose importante, que la demande doit être exécutée de la manière précisée dans le document qu'envoie le procureur, à moins que la législation interne de l'État ne l'interdise. L'État, par conséquent, devrait citer l'interdiction réelle qui est inscrite dans sa loi, dans son droit, qui l'empêcherait de mener les enquêtes ou de coopérer selon les modalités qu'aurait recommandé le procureur. Donc il y a une obligation de préciser quel est le dispositif juridique interne qui empêcherait l'exercice de cette coopération. Pour faire droit à une demande, au sens de l'article 93, alinéa 1er, l'État concerné peut utiliser les procédures prévues par sa législation nationale, en particulier sa législation d'application et toute autre législation pertinente. Pour rassembler les éléments de preuve sur le territoire d'un État, en vertu de l'article 57, alinéa 3D, le procureur peut rechercher la coopération des forces de maintien de la paix, c'est-à-dire les casques bleus, ou des missions d'observateurs employés dans l'État. À cette fin, le procureur peut conclure des accords de coopération avec l'Organisation des Nations Unies ou les organisations régionales concernées, par exemple l'Union africaine. Et dans le cadre de l'accord sur les relations entre la Cour pénale internationale et les Nations Unies et d'autres organisations, le procureur prend en compte un certain nombre de préoccupations pour garantir ses besoins en lien avec la mission de paix déployée sur le terrain. Le dernier point à examiner, comme je l'ai indiqué, dans ce contentieux international pénal,
c'est de dire que ce contentieux est particulièrement complexe et difficile. Chaque tribunal pénal international possède ses propres règles de procédure et de preuve. Il y a des éléments de similarité, etc. Et la Cour pénale internationale s'est réapproprié, je dirais, l'héritage global des tribunaux pénaux internationaux, notamment en ce qui concerne des éléments de procédure, des éléments de jurisprudence. Mais habituellement, les principes généraux les plus importants régissant les procès pénaux internationaux sont inscrits dans le statut particulier du tribunal. Et le règlement de procédure et de preuve, ce qu'on appelle le RPP, est aussi un document important. Les principes généraux qui régissent les procédures pénales internationales, ainsi que la jurisprudence applicable devant les tribunaux internationaux, tout ça, l'approche casuistique nous permet de comprendre tout ça. Ces principes généraux incluent normalement les normes internationales des droits de l'homme, notamment par exemple l'article 14 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui pose des questions de procès équitable, etc. Cependant, dans la pratique, un certain nombre de règles partagées par les tribunaux ad hoc ont été acceptées par les États parties et intégrées dans le statut ou dans le règlement de la Cour pénale internationale. Il y a donc à s'interroger sur deux éléments. D'abord, le caractère complexe de la procédure pénale, la procédure préliminaire, puis nous verrons la mise en œuvre diffictueuse du procès pénal international. Les enquêtes pénales internationales constituent la première étape d'un procès pénal international. Leur mise en œuvre est difficile et les preuves qu'il faut recueillir sont d'une exceptionnelle complexité. Les difficultés de mise en œuvre de l'enquête pénale internationale sont tributaires de trois éléments essentiels. D'abord, les conditions d'ouverture et le statut de l'enquête préliminaire. Ensuite, le processus de confirmation des charges. Et enfin, les potentialités de l'enquête complémentaire à mener après la confirmation des charges. Si le procureur peut solliciter une assistance pour rassembler les informations nécessaires auprès des États parties, d'autres États et organisations internationales, ni le statut, ni le règlement de procédure et de preuve ne prévoient expressement à ce stade préliminaire l'application des obligations de coopération des États. C'est important de le noter. Au niveau de l'enquête préliminaire, rien n'est expressément dit sur l'obligation de coopération. Aucun autre pouvoir spécifique n'est défini pour recueillir les informations auprès des sources énumérées à l'article 15 alinéa 2. D'où l'existence de deux interprétations possibles. La première, c'est qu'en vertu d'une interprétation dite étroite du chapitre 9, ce n'est que lorsqu'une base raisonnable a été trouvée par la chambre préliminaire, c'est-à-dire il y a eu donc autorisation de la chambre préliminaire, selon l'article 15.4, ou par le procureur, selon l'article 53.1, qu'une enquête commencerait. Et à ce stade, le procureur pourrait se prévaloir du chapitre 9, c'est-à-dire le chapitre portant sur la coopération, en vertu donc de l'article 54.2 et des obligations qui en découlent pour les États parties d'après les articles 86 et 93. 86, je le rappelle, la coopération, la complémentarité 93. Par conséquent, les mesures prises avant l'obtention d'une autorisation, je rappelle que l'autorisation ici est délivrée par la chambre préliminaire. Donc, les mesures prises avant l'obtention de cette autorisation ne sont pas et ne doivent pas, en principe, être considérées comme des mesures faisant partie d'une enquête officielle. C'est-à-dire que la situation de l'examen préliminaire qu'ouvre le procureur est une situation assez particulière. Le procureur ouvre l'examen préliminaire, mais il n'a pas encore reçu l'autorisation d'enquête. Il lui faut rassembler un certain nombre d'éléments pour venir devant la chambre préliminaire demander l'autorisation d'enquêter. Comment fait-il pour obtenir ces éléments? Et là, la question. C'est ça, cette interprétation étroite qui dit qu'à ce stade, on ne peut pas parler d'enquête. Mais alors, de quoi s'agit-il? Et ça, c'est l'interrogation juridique. Quel est le statut qu'on peut accorder à ces renseignements? Bien que certains puissent avoir des problèmes techniques pour obtenir les ordonnances
la Cour nécessaire pour rassembler les éléments de preuve avant qu'une enquête n'ait commencé, mais généralement, on peut dire que les États plus ou moins participent. Mais la deuxième interprétation, c'est l'interprétation large, qui dit que le chapitre 9 du statut s'applique en fait à l'examen préliminaire prévu à l'article 15, mettant un éventail de pouvoirs plus large à la disposition du procureur et imposant des obligations plus fortes aux États. Cet argument repose sur une interprétation de l'obligation des États partis à coopérer pleinement avec la Cour en vertu de l'article 86, allant qu'au fin de l'application du chapitre 9, il ne doit y avoir aucune distinction entre l'examen effectué avant l'autorisation et l'enquête menée après celle-ci. En effet, les États partis sont censés accomplir de bonne foi leurs obligations de respect du statut. Cette interprétation large est donc de toute façon d'une utilité marginale, là où elle est plus nécessaire, c'est-à-dire face à un État réticentiel, un État ne veut pas, on a beau lui rappeler son obligation de respecter le statut, puisqu'il ne veut pas, il veut pas. L'interprétation étroite présente par contre un avantage de procédure important pour le procureur. Pourquoi? Parce que dans la mesure où elle interprète l'examen préliminaire du procureur comme précédant l'enquête, c'est-à-dire que le procureur n'a pas encore obtenu l'autorisation, elle permet aussi à ce dernier de poursuivre cet examen préliminaire sans notifier aux États, selon ce qui est requis à l'article 18. L'article 18 dit que lorsque le procureur mène une enquête, il doit notifier l'ouverture de cette enquête aux États. Or, puisque l'examen préliminaire n'est pas considéré comme une enquête, le procureur peut commencer à faire sa petite cuisine sans nécessairement informer l'État. C'est un avantage, puisque si l'enquête préliminaire qui est menée concerne peut-être le président au pouvoir dans un pays, ça veut dire que le procureur peut enquêter sur lui sans préalablement l'informer au niveau de l'enquête préliminaire. Donc c'est un avantage. Ça a un inconvénient aussi, dans le sens où un État peut refuser de coopérer parce qu'il estime que tant que la Cour, la chambre préliminaire ne vous a pas accordé l'autorisation, moi je ne peux pas coopérer avec vous. Donc la phase des enquêtes et des poursuites débouche immanquablement sur ce qu'on appelle l'audience de confirmation des charges. C'est-à-dire qu'une fois que le procureur a fini avec l'examen préliminaire, il est parti devant la chambre préliminaire, il a obtenu l'autorisation d'enquêter, il repart compléter ses informations dans le cadre d'une enquête autorisée, et à partir de là, il a un dossier, à partir de ce dossier, il sait qui il va poursuivre, quels sont les crimes qui ont été commis, etc. Il a un dossier. Et sur cette base, il a peut-être déjà demandé à la chambre préliminaire de délivrer des mandats d'arrêt contre les personnes qu'il va poursuivre, ou bien pour ceux où il n'y a pas intérêt à délivrer des mandats d'arrêt, il délivre des citations à comparaître. À partir de là, ces personnes sont peut-être déjà arrêtées, parce que pour être jugé par la Cour, il faut être à la Cour. Donc, toutes ces personnes qui sont concernées sont arrêtées. Tout ceci nous amène donc, une fois que vous êtes livré à la Cour, nous amène à ce qu'on appelle l'audience de confirmation de charges. C'est-à-dire que la chambre préliminaire doit confirmer les charges qui pèsent contre vous, telles que indiquées par le bureau du procureur. Il est impératif de rappeler ici que le seuil de preuve requis pour confirmer les charges, parce que, attention, la confirmation des charges, ce n'est pas le procès encore. Ce n'est pas le procès c'est plus tard. Il est impératif donc de rappeler ici que le seuil de preuve requis pour confirmer les charges est celui des motifs substantiels de croire que la personne a commis les crimes qui lui sont reprochés. Il faut que le procureur prouve donc devant la chambre préliminaire qu'il y a, selon l'article 61, des motifs de croire que cette personne que je poursuis, que j'ai fait arrêter et qui est devant vous, il y a des motifs de croire que c'est bien lui qui a commis ces crimes. Mais ce n'est pas encore la vérité judiciaire définitive. C'est-à-dire qu'il y a des motifs de croire. Maintenant, ces motifs-là pourront être démontés par la défense. Ceci est le niveau intermédiaire entre donc la base raisonnable ou base suffisante et le critère de tout doute raisonnable. Je m'explique. Il y a 3 niveaux d'examen. Au début, lorsque le procureur ouvre une enquête, il lance un examen préliminaire.
il fait des enquêtes, il fait des recherches d'informations. Lorsqu'il a suffisamment d'informations, il vient devant la chambre préliminaire, il dit « J'ai lancé un examen préliminaire dans tel pays, sur telle situation, voici les informations que j'ai recueillies, et ces informations constituent une base raisonnable pour que je poursuive. » Voilà le critère qu'on lui demande. Est-ce que l'autorisation que tu nous demandes est fondée sur une base raisonnable? Il dit oui, j'ai engagé un examen préliminaire, j'ai conclu à l'issue de cet examen préliminaire qu'il y a une base raisonnable pour mener des enquêtes dans tel pays contre un tel ou contre un tel. Premier niveau. On lui donne l'autorisation. Il va donc enquêter, puis il revient vers la chambre préliminaire pour dire j'ai enquêté, j'ai obtenu des informations, j'ai fait arrêter X qui est là devant vous, je veux que vous puissiez confirmer les charges qui pèsent contre lui. À ce stade, le critère c'est qu'il faut que le procureur démontre non plus la base raisonnable, puisque la base raisonnable c'est ce qui a permis qu'il ouvre enquête. Il faut maintenant qu'il démontre qu'il y a des motifs de croire, au vu des renseignements qu'il a obtenus lors de l'enquête, que c'est bien cette personne qui a commis les crimes qui sont allégués. Ça, c'est le niveau intermédiaire. Il y a un niveau final, mais lui qui est intervenant pendant le procès. Parce que dans le procès, il faudra alors que le procureur prouve devant les juges que les crimes qui ont été commis par X et qu'il y a la preuve au-delà de tout doute raisonnable que c'est bien lui qui a commis ces crimes. Donc ça c'est le critère maximal. Donc il y a un critère inférieur, la base raisonnable, un critère intermédiaire, les motifs de croire que, et un critère maximal, qu'il y a une preuve au-delà de tout doute raisonnable que tel individu a commis véritablement ces crimes. L'article 61 prévoit les mesures à prendre avant l'audience de confirmation de charge. Tandis que la règle 121 du RPP envisage un contrôle relativement strict de ces préparatifs à l'inclusion de la fixation de la date d'audience lors de la première comparution du suspect à la cour, ainsi que les limites de temps pour les exigences de divulgation des pièces et les requêtes. Bien que la date d'audience puisse être reportée, c'est possible, ce calendrier a pour but d'accélérer la procédure, parce que la personne est déjà arrêtée. L'article 61 stipule que la chambre préliminaire doit tenir une audience afin de confirmer les charges en présence du procureur et normalement de la personne faisant l'objet de l'enquête, ainsi que de son conseil. Donc, la personne qui est poursuivie est désormais arrêtée. Cette personne doit être présente à l'audience de confirmation de charges. Il y a une extrême munitie des charges soumises à l'accusation comportant, si nécessaire, le rejet des charges suffisamment étayées qui pourrait considérablement à des procédures simplifiées et coûtant en conséquence beaucoup moins. Il existe cependant un risque de voir cette audience de confirmation de charge se transformer quasiment en procès. Parce que, évidemment, les avocats de la personne poursuivie savent qu'il faut batailler dur pour que les charges ne soient pas confirmées. Parce que si les charges ne sont pas confirmées, il n'y a pas lieu de s'interroger sur la culpabilité ou pas. La culpabilité, ça c'est une autre forme. Rien de problème. Mais là, il s'agit de faire de telle sorte que les charges ne soient pas confirmées. Et c'est une bataille. Il arrive que cette audience devienne véritablement un procès avant le procès. Parce que pour les avocats, il y a deux objectifs. Le premier objectif, tout faire pour que les charges ne soient pas confirmées. Bon. Lorsque on a affaire à un criminel notoire qui a massacré des centaines de milliers de personnes, il n'y a aucune chance de penser qu'il va échapper une fois qu'il est déjà arrêté. Il y a quand même un dossier solide élaboré par le procureur. Et deuxième objectif, accessoire, celui-là des avocats, c'est de limiter les charges contre la personne. Même si on sait qu'il ne pourra pas échapper à la justice, mais il faut batailler dur pour que les charges qui seront retenues à la fin contre lui soient limitées, afin qu'au moment du procès, on puisse là ne pas être trop lié par beaucoup de charges. Les parties devraient se conformer en principe aux dates butoirs ou divers préparatifs, c'est la règle 101 qui le prévoit.
Les parties doivent également tenir des rencontres régulières et diverses conférences destinées à la préparation de l'affaire. On n'est pas dans la mise en état. Ce n'est pas des conférences de mise en état qui viendront plus tard devant la Chambre de première instance. Mais là, il s'agit des conférences qui sont là pour préparer l'affaire et parfois, et la règle 132 le dit, il faut observer un certain nombre de critères, etc. Parfois, on désigne un juge qui anime ces conférences pour faciliter les choses. Dans l'expérience des tribunaux ad hoc, c'est-à-dire le Rwanda et l'ex-Yougoslavie, une communication coordonnée assurée par un seul juge. Il y a un juge qui essaie de gérer les tensions entre le bureau du procureur et les conseils de la défense. En vertu de l'article 64.5 et de la règle, donc 64.5 du statut et de la règle 136, les juges peuvent ordonner la jonction ou la disjonction des charges pesant contre plus d'un accusé. C'est-à-dire que lorsqu'on a 3-4 personnes qu'on poursuit, ça dépend de quelle stratégie judiciaire. Le bureau du procureur peut choisir de faire la jonction de ces charges, comme il peut décider de faire une disjonction. Donc ça dépend, ça c'est des stratégies judiciaires en fonction des objectifs qu'on peut atteindre. Dans l'hypothèse où la chambre préliminaire est prête à confirmer certaines charges, de la règle 127 à 130, mais ajoute l'audience sur d'autres charges, ça peut arriver lorsqu'on a fait une disjonction, pour demander au procureur d'apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à des nouvelles enquêtes sur une charge particulière, c'est l'article 61.7c, ça a été vu dans l'affaire Bako, ou de modifier, ça aussi c'est possible, une charge si les éléments de preuve produits semblent établir qu'un crime différent relevant de la compétence de la Cour a été commis. Par exemple, on était venu pour un crime de guerre, on constate que derrière le crime de guerre, il y a enfin un crime contre l'humanité. Donc on peut modifier. La chambre préliminaire va fixer donc un délai au procureur pour que celui-ci puisse faire les activités mentionnées, c'est-à-dire qu'il peut décider de modifier par exemple les termes de l'accusation. Elle peut alors décider que le renvoi de l'accusé devant la chambre de première instance du chef des charges qu'elle est prête à confirmer sera différé dans l'attente de la poursuite de l'audience de confirmation des charges. C'est-à-dire qu'on peut confirmer les premières charges et le reste qu'on confirmera par la suite. Si le procureur entend modifier les charges déjà confirmées avant l'ouverture du procès, il peut en faire la demande par écrit à la chambre préliminaire qui va aviser l'accusé pour lui dire « Nous avons confirmé contre vous telle charge, mais le procureur a trouvé des éléments nouveaux qui permettent peut-être d'alourdir votre barque. » Avant de rendre sa décision sur cette demande de modification, la chambre préliminaire peut demander aux parties des observations écrites sur certaines questions de droit ou de fait. Et si la chambre préliminaire estime que les modifications proposées par le procureur peuvent être considérées comme des charges nouvelles ou comme des charges plus graves, elle procède à écouter les parties suivant les règles présentées dans le cadre de l'audience de confirmation des charges. La décision de confirmation des charges et de renvoi de l'accusé devant la chambre de première instance vient clore la phase préliminaire. Alors on quitte la phase préliminaire pour le procès. Le procès peut alors s'ouvrir. Nous arrivons donc véritablement dans le procès pénal international. Et c'est le dernier point, la mise en œuvre diffictueuse du procès pénal international. Le procès va donc s'ouvrir. Les charges ont été confirmées, les conseils de la défense ont bataillé pendant la phase préliminaire, ils ont obtenu ce qu'ils ont pu obtenir, peut-être ont-ils réussi à limiter certaines charges, ont-ils réussi à écarter certaines charges, le procureur a trouvé les éléments, il a tenté de modifier les charges, il a tenté d'alourdir la barque du présumé criminel. Donc maintenant, c'est fini, nous allons devant la phase de jugement, ce qu'on appelle véritablement l'instance. Aussitôt après sa constitution, la chambre de première instance, donc nous quittons la chambre préliminaire, nous sommes à un niveau plus élevé, nous sommes maintenant devant la chambre de jugement, c'est-à-dire la chambre de première instance, puisqu'il y a la chambre préliminaire, puis la chambre de première instance, et enfin la chambre d'appel. Après donc sa constitution, la chambre de première instance tient une conférence de mise en état pour fixer la date du procès. Donc là, c'est une vraie conférence de mise en état, c'est-à-dire que la chambre convoque tout le monde,
et on essaie de voir comment le procès sera organisé, qui fera quoi, etc. Voilà. Cette chambre peut, d'office ou à la demande du procureur, ou de la défense aussi, repousser la date du procès. Pour faciliter le déroulement équitable et diligent de la procédure, la Chambre de première instance peut consulter les parties lors des conférences de mise en état selon que le besoin. C'est la règle 132, paragraphe 2 du règlement du brevet de procédure que le prévoit. L'article 19 du statut et la règle 58 et 133 du règlement du brevet de procédure posent la question des exceptions d'incompétence ou d'irrécevabilité, qui doivent être soulevées à l'ouverture du procès, ou par la suite avec l'autorisation de la Cour, et il appartient donc au juge d'examiner ces exceptions. La Chambre de première instance est donc compétente pour regarder toutes les exceptions évoquées par les parties, notamment la défense. Bien qu'en principe ces exceptions soient posées dès la phase préliminaire de la procédure, il est possible qu'elles interviennent ultérieurement, notamment devant la Chambre de première instance. Alors, les exceptions préliminaires, il y en a plusieurs, je ne vais pas m'attarder sur tout ça. Je précise simplement que l'article 64.5 dispose que la Chambre de première instance peut, en le notifiant aux parties, ordonner la jonction ou la disjonction selon le cas des charges portées devant plusieurs accusés. Ce procédé peut présenter l'intérêt d'augmenter l'efficacité de la Cour et de permettre une cohérence des poursuites sur la base des charges communes et des comportements similaires. La règle 136 du RPP précise que si en principe les accusés dont les charges ont été jointes sont jugés ensemble, parce qu'on a fait une jonction, la Chambre de première instance peut ordonner d'office ou à la demande du procureur ou de la défense des procès séparés pour éviter de causer un préjudice grave aux accusés dans l'intérêt de la justice ou parce qu'un des accusés dont les charges avaient été jointes à d'autres a fait un aveu de culpabilité et peut-être poursuivi conformément au paragraphe 2 de l'article 65. C'est-à-dire, on a fait une jonction, tout le monde doit être jugé dans le même procès. Mais la Cour regarde. Si entre-temps, il y a eu une jonction, mais l'un des accusés décide, parce que subitement, par la grâce divine, sa conscience lui est revenue, il veut avouer, il veut plaider coupable. Pour l'intérêt de la justice, ces procès peuvent lui tenir au même, parce qu'on ne peut pas voir, là, on a fait une jonction, mais il y a un qui dit oui, nous étions 3, on l'a tué, et puis il y a 2 autres qui disent non, nous on ne l'a pas tué. Donc, si tu as fait un aveu, tu auras donc ton procès qui sera fondé sur l'aveu de culpabilité. Et peut-être qu'entre-temps, il y a eu des négociations entre l'accusé et le bureau du procureur pour pouvoir déterminer le niveau des poursuites et ce qui pourrait être demandé à la Cour. Donc, il y a des questions comme ça où, pour l'intérêt de la justice, on préfère séparer les procès. Le procès pénal dépend largement des éléments de preuve, sans quoi il serait difficile de conclure au-delà de tout doute raisonnable à la culpabilité de l'accusé, conformément à la règle, à l'article 66, alinéa 3. Cet article est capital. Cet article dit que l'on ne peut condamner quelqu'un dans une procédure pénale internationale qu'avec une preuve qui est là au-delà de tout doute raisonnable. Quelles sont ces preuves? La typologie des éléments de preuve comprend les preuves testimoniales et les preuves matérielles. Les preuves testimoniales, c'est tout ce qu'on peut dire. Bon, on est allé dans un village, on a écouté les gens, les témoins ont dit ceci, ont déclaré ceci. Parfois, ces témoignages, pour des raisons de sécurité, sont enregistrés, etc. Donc, voilà, c'est d'un côté les témoignages et de l'autre les preuves matérielles. Les preuves matérielles, il n'y a pas une liste exhaustive. Tout dépend de ce qu'on recherche. Ça peut être une décision administrative qui incitait les gens à les tuer. Ça peut être... Bref, c'est vague. La collecte des éléments de preuve intervient généralement au cours de la phase préalable au procès, puisque le procureur a eu 2 moments. Vous savez, le procureur, il a fait un examen préliminaire, donc il a recherché des renseignements. Deuxièmement, quand il avait obtenu l'autorisation, il est reparti sur le terrain pour mener une enquête pour obtenir la confirmation des charges. Puis, une fois que les charges ont été confirmées,
Il s'est mis également à faire des enquêtes complémentaires pour bien étoffer son dossier qu'il présentera devant le juge. Parfois, en cours de route, il a même demandé des modifications des charges. Bref, c'est tout ça qui constitue des preuves. Et les preuves, il peut y en avoir beaucoup. Des milliers de pages dans un procès, des milliers de pages, des dizaines, des centaines de documents, divers objets peut-être. Tout ça pour nous démontrer à la Cour qu'on a en face de nous des véritables criminels internationaux. La Cour peut se prononcer sur la pertinence et l'admissibilité de tout élément de preuve, en tenant compte de la valeur probante de cet élément de preuve et de la possibilité qu'il nuise à l'équité du procès ou à une évaluation équitable de la déposition d'un témoin. La Cour respecte les règles de confidentialité. Elle n'exige pas la preuve des faits notoires, mais en dresse le constat judiciaire. La Cour a une certaine liberté en matière de preuve. Même lorsque le procureur ou les avocats de la défense disent d'un document qu'il s'agit d'une preuve, mais ce n'est pas à eux de décider que c'est une preuve. C'est la Cour qui, au nom de la liberté, la preuve, va voir si c'est pertinent comme preuve. Et la Cour va aussi voir si cette preuve-là ne nuit pas aux intérêts de la justice. Les juges doivent soumettre la présentation des éléments de preuve à un contrôle étroit afin d'éviter les redondances ou les répétitions. Parce que vous imaginez dans un procès comme ça, le procureur a accumulé des tas de preuves, des tas de témoignages, les avocats de la défense également ont accumulé des tas de documents et des tas de témoignages. Donc il faut mettre de la musique dans tout ça. Il faut qu'il y ait une bonne partition, sinon ça marche. Sinon chacun viendra avec ses 400 000 témoins, l'autre viendra avec ses 100 000 témoins, on ne peut pas s'en sortir. Si la Chambre ou un juge estime qu'un nombre excessif de témoins seront convoqués pour déposer sur les mêmes faits, il pourrait alors être demandé à la partie de réduire la longueur estimée de l'audition des témoins particuliers ou de réduire le nombre de témoins. Parce que, attendez, si vous dites que vous avez 5000 témoins, on ne va pas écouter 5000 témoins. Bien sûr que vos témoins sont parfois les mêmes qui ont assisté aux mêmes faits. Donc, bien sûr qu'on dira, oui, bon, vous avez 5000 témoins, monsieur le procureur, mais 5000 témoins, c'est trop. Essayez de trouver parmi ces 5000 témoins les plus pertinents. Le règlement prévoit un système de vérification mutuelle dans lequel les deux parties sont autorisées à contrôler le matériel en possession de la partie adverse, à utiliser pendant le procès. Et dans le cas de la défense, les informations en possession du procureur représentant le matériel nécessaire. Parce que la défense a besoin de savoir ce que le procureur a pour mieux défendre ses clients. La règle 70, les règles 77 et 78 le prévoient. La divulgation de certains éléments par la défense prévue aux règles 78 à 80 et 121 contribuera certainement au ciblage et à la rapidité du procès. La divulgation de certains éléments par la défense est une question à laquelle diverses traditions juridiques offrent diverses réponses. Une divulgation rapide et complète devrait normalement réduire la longueur du procès en apportant moins de contestations pendant la procédure et en offrant à la Chambre la meilleure opportunité de planification. Bien qu'elle ne soit pas incompatible avec une procédure plus contradictoire, une divulgation générale de certains éléments de preuve par la défense, une divulgation générale de certains éléments de preuve par la défense avant l'affaire de l'accusation pourrait être perçue comme inéquitable par certains qui pensent que la défense ne devrait pas être obligée de dire quoi que ce soit avant l'examen des moyens de preuve de l'accusation. La Cour est donc libre de décider qu'elle devrait avoir lieu avant le début du procès. Il s'agit d'une décision d'ordre politique au regard de laquelle il pourrait être justifié d'établir une différence entre diverses situations, par exemple entre le niveau de coordination, entre l'accusation et les cas d'espèce de la défense. D'après l'article 69.2 du statut, les témoins sont entendus en personne lors d'une audience. La seule limitation admissible ici est relative aux mesures de protection des témoins. En tout état de cause, le principe est celui de l'oralité des débats et toute limitation, témoignage, audio, vidéo, transcription, etc., ne doit pas être préjudiciable ou contraire aux droits de la défense. C'est-à-dire que
on ne va pas instrumentaliser la protection des témoins pour pouvoir amoindrir les droits de la défense. Il faut donc qu'il y ait la nécessité de préserver les droits de défense, qui est un élément fondamental du procès équitable. Un témoin qui comparaît devant la CPI peut être contraint à déposer, sauf s'il est tenu par la confidentialité, sauf si ce témoin risque de s'incriminer, ou si ce témoin est un proche parent de l'accusé, notamment ça peut être son conjoint, son enfant, son père, sa mère, etc. Tout ceci est réglé par la règle 75. À l'ouverture du procès, la chambre de première instance va donc donner lecture à l'accusé des charges préalablement confirmées qui pèsent sur lui. On va demander à l'accusé s'il plaide coupable ou non coupable. S'il plaide coupable, c'est une autre voie, ça permet de raccourcir la procédure. L'article 64.2 dispose que la chambre de première instance veille à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de l'accusé et en ayant pleinement égard à la nécessité d'assurer la protection des témoins et des victimes. Le témoin est protégé. L'accusé dispose des droits de la défense. La victime également a des droits, a une protection. Il y a donc, dans le procès pénal, une sorte de recherche d'équilibre entre les différents protagonistes du procès. Le même article, dans son paragraphe 8, ajoute: lors du procès, le président peut donner des instructions pour la conduite des débats, notamment pour qu'ils soient conduits d'une manière équitable et impartiale. Sous réserve des instructions éventuelles du président, les parties peuvent produire les éléments de preuve conformément aux dispositions du statut. Donc, après la phase de présentation des preuves, de présentation des témoins, etc., on arrive donc aux conclusions orales et la chambre de première instance va se retirer pour délibérer à huis clos. Les décisions de la chambre de première instance peuvent faire l'objet d'un appel par le procureur ou par le condamné, selon l'article 81. Il peut être interjeté appel pour divers motifs, précisément les motifs suivants: vice de procédure, erreur de fait, erreur de droit, tout autre motif de nature à compromettre l'équité et la régularité de la procédure ou la décision rendue. La peine prononcée peut également faire l'objet d'un appel, parce qu'il faut rappeler qu'il y a deux séquences dans la décision. Il y a d'abord la décision qui concerne la reconnaissance de culpabilité au-delà de tout raisonnable, puis il y a une autre audience pour fixer la peine et éventuellement les amendes qu'on va infliger à, ce n'est plus l'accusé, mais la peine qu'on va infliger au condamné maintenant. Donc c'est deux choses différentes. L'audience de la condamnation qui va ouvrir une audience de fixation des peines. Et là aussi il y a une bataille, parce qu'il faut, c'est pas parce que vous êtes condamné que les choses sont établies. Il faut maintenant se battre pour la fixation de la peine. Ça c'est un autre procès qui s'ouvre pour la fixation de la peine et éventuellement les amendes qui seront infligées. L'acte d'appel est déposé au greffe. S'il n'est pas fait appel, la décision de la chambre de première instance portant condamnation ou acquittement deviendra définitive. Comme on le voit donc, le procès pénal international suit une procédure particulièrement difficile. Tout particulièrement, il est nécessaire d'interjeter d'interpréter et d'entendre des centaines de témoins, tandis que des volumes considérables de documents constituant des éléments de preuve devront être traduits, parfois évalués, etc. Le régime même de récusation des juges, prévu aux articles 41.2 et par la règle 34.1, combiné au régime d'affectation plutôt rigide des juges aux différentes sections, tel que prévu par les articles 39, 3 et 4, réduit le nombre d'options disponibles au président pour accélérer. En outre, la présence de tous les juges de la chambre de première instance est strictement requise à chaque phase du procès, article 74.1, compte tenu de tous ces facteurs, on peut dire, à conclusion de certains procès peut demander des années. Et les affaires déférées à la Cour
leçon à l'absence de procédures parfois efficaces. Tout ça, ça peut compliquer les choses. En outre, les questions de divulgation, les problèmes d'exclusion de preuves. Nous observons un régime général non libéral, basé sur la présomption que la preuve devrait plutôt être évaluée lors du procès que testée sur sa théorie. Tout ça occasionne des longs procès comportant des accusations et des éléments de preuve étendus. Un des motifs de base sous-jacents à cette situation et donc au retard réside dans l'incertitude existante quant aux modalités de fonctionnement du régime procédural. Voilà, mesdames, messieurs, ce qu'il convient de retenir sur le contentieux international pénal. Je résume donc en disant que nous avons deux types de contentieux. Le contentieux international civil qui concerne la responsabilité de l'État pour violation des droits de l'homme, puis nous avons un contentieux international pénal qui concerne la responsabilité de l'individu pour des violations des droits, des violations graves des droits de l'homme, crimes internationaux, qui sont des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, le crime de génocide et le crime d'agression. Que faut-il conclure à l'issue de cet enseignement? Aujourd'hui et demain, l'ultime combat pour la communauté internationale est de réaliser dans les idées et les pratiques l'idéal de la dignité humaine. Le but à atteindre par la famille humaine que constitue, comme le dit d'ailleurs les Nations Unies, l'ensemble des nations civilisées. C'est donc de l'humanité qu'il s'agit ici, et les moyens juridiques mis en place par la communauté internationale pour prévenir et punir les atteintes graves contre les fondements de cette humanité. On pourrait observer qu'il serait plus approprié de s'attaquer préventivement et rapidement aux réalités dramatiques des violations des droits de l'homme et des crimes internationaux en mettant efficacement en branle toutes les interventions susceptibles d'empêcher ou de réduire la réalisation des crimes pour ne pas avoir à déplorer les conséquences plus tard, pour ne pas avoir à venir devant les tribunaux internationaux pour se plaindre. Mais cela peut être utopique. Cette analyse que nous avons conduite sur le contentieux international des droits de l'homme montre la nécessité de comprendre et de s'approprier les normes et les institutions internationales pour, je l'espère, dissuader les violations des droits de l'homme et réprimer les crimes internationaux contre les droits fondamentaux des personnes. Certes, au regard de la gravité des faits, au regard de la gravité des crimes que nous venons de décrire, ces actions internationales peuvent apparaître sans commune mesure avec les crimes commis. Une décision de justice, fût-elle de la Cour pénale internationale, ne saurait ramener à la vie des milliers de personnes innocentes massacrées. Une décision de la Cour africaine des droits de l'homme ne ramènera pas à leur dignité, leur personnalité, des gens massacrés, tués, des femmes violées, etc. Tout ça est dramatique. Et c'est de ça dont il s'agit dans ce contexte. Mais il ne faut pas minimiser la vertu pédagogique de la justice internationale des droits de l'homme. La gravité des crimes en cause et la nécessité de faire triompher la paix par la justice est une exigence qui mérite que la communauté internationale appuie fermement l'ensemble du dispositif juridique relatif au contentieux international des droits de l'homme. Naturellement, pour nous, c'est une question d'avenir, comme certains ont dit, qu'il s'agit du droit de l'avenir. L'avenir nous dira donc ce qu'il adviendra des préoccupations juridiques présentées ici. Nous espérons que vous, nos étudiants d'aujourd'hui, serez les maîtres de cette matière demain. Je vous remercie pour votre aimable attention.